comment une molécule toute simple comme l'eau peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'évolution comparée d'objets qui au départ n'étaient pas si différents que ça. Je vois que l'heure tourne, hein, je vais être obligée d'accélérer parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire encore. Alors, je vais vous parler un petit peu des petits corps du système solaire. Donc, en fait, à nouveau, à la lumière du scénario, on comprend ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette ceinture principale des astéroïdes? Eh bien, c'est tout simplement une planète qui n'a pas pu se former. Pourquoi elle n'a pas pu se former? Parce que Jupiter est juste à côté et Jupiter est extrêmement massif. Et Jupiter induit des effets de marée considérables qui ont empêché la croissance d'une planète. C'est pour ça qu'on a gardé tous ces petits fragments qui aujourd'hui sont la ceinture d'astéroïdes. Un mot sur les astéroïdes géocroiseurs, parce qu'on en parle assez régulièrement, ce sont nos voisins, dont les orbites pourraient potentiellement rencontrer celles de la Terre, donc on les surveille quand même avec intérêt, parce qu'il y a quand même menaces possibles, hein, même si la probabilité est bien sûr très faible, et ça constitue donc une cible possible pour de futures missions spatiales. Et enfin, un mot sur la ceinture de Kuiper, donc découverte depuis une quinzaine d'années. On connaît environ un millier de ces petits objets qui s'apparentent à des grosses comètes. En fait, ce sont des objets enfin ceux qu'on connaît ont la taille de dizaines ou de centaines de kilomètres. Et ils orbitent donc au-delà de l'orbite de Neptune. Et Pluton, donc, est le représentant le plus connu. Un mot sur les comètes maintenant. Alors ces comètes, bon, tout le monde connaît les comètes, ce sont des fragments de glace essentiellement, avec un peu de solide, de roche aussi, qui sont sur des orbites extrêmement elliptiques, donc qui voyagent du plus loin au plus près. Elles nous intéressent parce que ce sont des fragments qui sont pratiquement intacts des premiers âges du système solaire. Et de fait, certains sont périodiques et sont connus depuis l'Antiquité. En fait, elles ont deux réservoirs possibles. Alors, je ne m'étendrai pas là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, en fait, ce n'est pas ça le plus important. C'est simplement donc de dire que le nuage de Oort, donc, c'est un immense réservoir où ces objets, périodiquement, enfin, épisodiquement, je devrais dire plutôt, certains objets sont renvoyés vers le Soleil et la Terre. Et il arrive à ce moment-là que les perturbations qui sont liées aux planètes modifient à nouveau leur trajectoire et les remettent sur des orbites périodiques. Donc, on a donc deux classes de comètes, des qu'on voit pour la première fois, et puis des périodiques dont on connaît l'arrivée. Et la comète de Halley est la plus connue des comètes périodiques, avec une période de 76 ans. Vous avez là une représentation très connue de la tapisserie de Bayeux, sur laquelle on voit le roi Harold qui s'inquiète. Évidemment, c'est parce qu'il est mort peu après qu'on s'est souvenu de l'histoire. Et ça correspond au passage de cette comète en 1066. En 1910, la comète était très belle, donc avec une configuration géométrique très favorable. Elle était bien placée par rapport à la Terre et au Soleil, et donc on a fait des photos en 1910 avec les moyens du bord qui étaient déjà excellents. En 86, c'était beaucoup plus difficile. Ceux d'entre vous qui l'ont vu en 86, je me souviens avoir dû faire face à la déception de beaucoup d'amateurs parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à voir. Et cette photo-là, elle a été prise à l'ESO, donc au télescope, à l'Observatoire européen austral, avec des moyens fort puissants, je dois dire. Ce qui est intéressant en 86, c'est que comme on connaissait donc cette trajectoire très bien, on a pu observer cette comète avec des sondes spatiales. On connaissait suffisamment bien sa trajectoire pour envoyer des sondes à sa rencontre. Il y a eu 2 sondes soviétiques, 2 sondes japonaises et une sonde européenne. Et vous voyez là la première image du noyau de la comète. Alors, un autre événement dont vous vous souvenez sans doute, c'était juste il y a 10 ans, la comète Hale-Bopp, qui, elle, avait comme particularité d'avoir un très gros noyau. On pense que c'était plus que 50 km. Et donc un objet extrêmement brillant dans le ciel, vous le voyez là. Alors, un mot sur le spectre. Donc, ce que vous voyez là, c'est une représentation du signal en fonction de la longueur d'onde dans l'infrarouge. Ce que vous avez à gauche, le pic à gauche, ça traduit la présence de l'eau. Et ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans ce que vous voyez ici, c'est le même phénomène, mais vu avec ce qu'on appelle une résolution, c'est-à-dire une précision beaucoup plus grande qui nous permet de détailler chaque pic individuellement. Alors que dans le cas de 1986, on ne voyait que l'enveloppe de toutes ces raies. Ça illustre les progrès, si vous voulez, qui ont été faits en spectroscopie.
Alors j'arrive à ma dernière, alors je vais vraiment accélérer, dernière remarque, c'est le système solaire est-il unique? Eh bien non, le système solaire n'est pas unique puisque depuis une douzaine d'années maintenant, on a découvert des planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes hors du système solaire, ce qui constitue une véritable révolution astronomique. On en est à 250, ça change à peu près tous les jours, ou toutes les semaines, en tout cas, il y en a une de plus. Comment a-t-on découvert ça? Je vais en dire un mot dans le transparent suivant, ce qu'on appelle, c'est une méthode qui consiste à mesurer non pas les positions, mais les mouvements. J'en dirai un mot dans le transparent suivant. Et on a une autre méthode complémentaire qui s'appelle les transits, qui consiste à mesurer les éclipses, en quelque sorte. Quand une planète passe devant son étoile, le flux est légèrement diminué. Un mot sur la méthode de vélocimétrie, donc ce qu'on appelle la méthode des vitesses. En fait, vous savez que quand on a un signal sonore d'un objet qui se déplace vers nous, on a l'impression que le son augmente, c'est-à-dire que la fréquence du son varie. Eh bien, c'est la même chose à toute longueur d'onde, en particulier en optique ou en infrarouge. Et si vous mesurez très précisément cette variation, vous savez qu'il y a, ça vous donne le mouvement de l'objet dans l'axe par rapport à l'observateur. Or, ce qui se passe, c'est que la planète est bien sûr trop petite pour être observée directement. Mais par contre, si vous avez un système étoile-planète, il va y avoir un petit mouvement de l'étoile par rapport au centre de gravité du système. Et c'est ce petit mouvement qui est mesuré. Ce que vous voyez là sur la figure de droite, c'est la figure historique de Michel Mayor et Didier Queloz en 1995, qui a montré la première détection d'une planète autour d'une étoile proche de type solaire. Ce n'était pas la première exoplanète, puisqu'on en avait trouvé autour de pulsars, mais ça, c'est évidemment infiniment plus intéressant pour nous, parce que ça veut dire que ça fait référence à des systèmes qui peuvent ressembler aux nôtres. Mais très vite, on a eu une surprise. Très vite, on a découvert quelques dizaines de ces exoplanètes, et on a constaté une chose très étonnante. Ces exoplanètes, elles étaient géantes. Ça, c'était normal, parce qu'on n'avait pas moyen, à l'époque, d'observer les plus petites. Mais on les trouvait à très petite distance de leur étoile. Elles tournaient en 4 jours. Imaginez Jupiter tournant en 4 jours autour du Soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas expliquer avec le scénario que je vous ai décrit. Et donc ça, c'était vraiment un défi pour les astronomes. Bon, cela dit, les théoriciens ne sont jamais à court d'idées. Donc, ils font face à toutes les situations, même les plus désespérées. Et donc, un mécanisme a été étudié très vite, qui est aujourd'hui assez largement accepté, au moins dans ses grandes lignes. C'est ce qu'on appelle la migration. L'idée, c'est que vous avez un système, vous avez une étoile qui se forme, il y a un disque protoplanétaire, et puis vous formez les planètes géantes, gazeuses, comme je vous l'ai décrit, loin. Et puis après, vous avez un phénomène de friction entre le disque et la planète, un phénomène d'interaction que je ne vous décrirai pas, qui a pour effet de ramener la planète à proximité de l'étoile. Alors évidemment, toute la difficulté consiste à arrêter le mécanisme avant que la planète ne s'effondre dans l'étoile. Et ça, c'est quelque chose, il y a encore énormément de questions autour de ça. Et d'ailleurs, les théoriciens qui modélisent le système solaire pensent que dans le cas des planètes géantes, il est possible qu'on ait eu aussi une migration modérée, donc puisqu'elle s'est arrêtée aux positions que nous connaissons aujourd'hui. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faut faire attention au biais observationnel, c'est-à-dire au fait que nous ne pouvons pas observer, par exemple, des exoplanètes qui seraient petites, de la taille de la Terre, ou qui auraient une période très très longue, parce qu'il faudrait un temps très long pour observer une rotation complète. Par conséquent, les objets qu'on a observés, c'est effectivement ceux qui étaient le plus faciles. Donc il nous reste maintenant à essayer de trouver les autres. Alors, comme je le dis en bas, d'autres systèmes planétaires semblables au nôtre restent peut-être, espérons-le, à découvrir. Et pour rechercher les exotères, il y a une méthode qui paraît plus efficace que celle des vitesses, c'est celle des transits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transit? Eh bien, vous vous rappelez peut-être du transit de Vénus devant le Soleil en juin 2004. C'est la même chose, sauf que cette fois, le Soleil est remplacé par une